Bonjour à tous, bienvenue pour ce 24e épisode de On Air. Bon, aujourd'hui pour l'instant je suis pas dans mon bureau est en train d'être nettoyé et donc je dois prendre mon mal en patience avant de pouvoir le réintégrer. Donc d'ici 15-20 minutes on pourra revenir dans le setup classique. Salut Cam, j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien. Que vos missions se passent bien, que votre démarche d'apprentissage du no-code se passe bien. Salut Stéphane NC. Stéphane NC, je ne t'ai pas déjà vu, je crois. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Donc, la thématique d'Arras. Ah bah d'accord. J'ai vécu à Arras pendant 5 ans avant de rejoindre Amiens. J'adore Arras. Tu sais que ça c'est un petit secret, mais Choubam habite à Arras. Enfin, il a un appartement là-bas. Salut Mathieu. Ouais. Arras, si vous êtes parisien, au moins un petit samedi à Arras, c'est toujours un truc à faire. Il y a le Main Square qui est un festival de musique qui est super cool. Et puis il y a le marché de Noël est très sympa aussi à faire si vous trouvez que Strasbourg c'est trop loin. Salut Yannick. Salut. Voilà. Bon, alors aujourd'hui une thématique, on va dire pas orientée tech, mais plus, on va dire business, boulot. Donc c'est quoi le contexte? Bah, le contexte, c'est qu'en tant que consultant indépendant, on doit tout faire. On doit faire les missions, on doit aussi les trouver, faire la mine évidemment. Mais ce travail pour trouver les missions, c'est, on va dire, bah, le gros enfin, un boulot important, quoi. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas les missions. Donc s'il n'y a pas les missions, on ne monte pas en compétences, on n'a rien à montrer et on n'arrive pas à trouver de nouvelles missions. Donc cette démarche de trouver des missions, c'est un point important. Et pour ma part, jusqu'à maintenant, j'ai eu pas mal de chance que finalement ça s'est fait de façon naturelle jusqu'à aujourd'hui, depuis 2020. Alors, il y a eu des périodes où j'ai plutôt plus communiqué sur LinkedIn que maintenant, mais bah, c'était aussi une époque où il y avait encore peu de consultants. Le le mouvement était émergent, et donc bah, je pense que je suis arrivé avec un bon timing. Donc c'est pour ça aussi que pour moi ça a été plutôt facile et donc voilà, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment fait de démarches, on va dire, actives, à voir si elles seront encore actives aujourd'hui, mais de démarches actives pour trouver du taf et donc 2024, alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me dis que ce serait intéressant quand même de bouger, de travailler sur cet aspect-là? 2024 n'a pas été si bon que ça. Il aurait pu être catastrophique. Début 1er 6 mois de 2024, j'ai pas eu spécialement de nouveaux leads, mais j'avais des clients, on va dire, de longue date qui faisaient que, ça me faisait quand même mon chiffre d'affaires. J'ai eu pas mal de clients, que j'ai accompagnés de façon soutenue, que j'ai moins accompagnés parce que le système tourne et j'avoue que quand ça tourne, pourquoi dépenser, quoi? Si votre consultant ne vous met pas un forfait de maintenance et on pourra en reparler, et que ça tourne, pourquoi payer? Salut Clément. Donc il y a ça, c'est-à-dire, pas vraiment de nouveaux leads qui sont rentrés les 6 premiers mois et de leads oui, mais pas de mission. Des clients qui en demandent moins. Et donc, comme pas de lead, aussi en termes de motivation personnelle, peut-être moins de motivation aussi. Parce que mine de rien, quand il y a une nouvelle mission, ça booste au niveau énergétique et ça donne envie aussi de donner tout un petit peu dans toutes les missions. Donc voilà, c'était un petit peu bas. Et puis heureusement, là, ces dernières semaines,
il y a des choses qui ont bougé, j'ai eu toujours pareil, on va dire que c'est de la chance, mais on les opportunités, elles arrivent parce qu'on a mis en place certaines choses. Ouais, alors Clément, effectivement. Donc donc il y a ce côté un petit peu sur le travail actuel, moins de leads, des clients qui finalement c'est bon, sont sur rail. Et puis bon, donc là j'ai eu un petit peu de chance ces dernières semaines. Et puis effectivement le contexte financier qui fait que bah certains clients me disent que pour 2025 ça va être moins bon. Ils me disent pas qu'on va couper, mais voilà, ça va être peut-être moins bon pour eux. C'est déjà moins bon. Certains ont des petits problèmes financiers, certains des gros problèmes financiers. Donc voilà, c'est pas tout rose pour 2025, c'est sûr. Et puis même, alors j'ai réussi à signer des contrats, enfin au moins un contrat annuel, et j'essaie justement pour 2025 d'essayer de faire signer des contrats annuels pour pouvoir jauger un petit peu de la quantité de jours que je vais vendre et me dire: «Bon, bah, OK, là, c'est bon, c'est suffisant, allons-y» et puis ça va, au moins, un minimum. Mais même dans ces cas de contractualisation, bah, les mecs te disent: «Bah, si on veut arrêter, on arrête, quoi». Donc si par si je fais une connerie ou s'il y a un vrai problème, les choses peuvent s'arrêter. Donc et puis il y a eu une époque où j'avais, 8, ouais, au moins 8 clients très actifs en simultané. Très actifs, ça veut dire qu'au moins toutes les 2 semaines, je leur faisais quelque chose, ce qui est plus le cas. Donc il y a un besoin d'aller, on va dire, recharger le bag de clients, actifs, actuellement. Voilà. Et vous, vous ressentez la même chose ou non pour vous, il y a pas spécialement de baisse ou d'inquiétude, pour 2025? Comment ça se passe? Est-ce que je suis, totalement, heu salut Xavier, comment ça va pour toi? Bon, t oui, mais toi t c'est le Xavier. Donc le Xavier de toute façon, il a une liste d'attente de travail qui l'attend, pour ces 10 prochaines années. Salut Élise, salut Zaitoun. Hem C'est calme. Ouais, c'est calme et bon, c'est pas encore la tempête, mais on est faut pas que ce soit la tempête, quoi. Donc travail infini ici, bah, voilà, c'est Xavier. Tu devrais faire, apporteur d'affaires, comme ça tu arrêtes de travailler, tu touches, bah, voilà, tu touches 10 20 sur les gens que tu positionnes et puis c'est bon, quoi. Tu peux, plutôt que de venir une semaine à l'année, à Milan pour la No Code Week, tu peux y vivre toute l'année et puis, nous faire un coucou, pendant qu'on fait la No Code Week, quoi. Ou tu pourrais aller à Bali, effectivement. Salut Romain. Bref, ce contexte calme, fait que enfin, voilà, 2025 n'est pas encore là, mais je pense qu'il faut quand même commencer à se bouger, heu et se bouger pour moi, ça veut dire, alors être actif sur cette thématique, sur tous les canaux possibles, et on va voir lesquels. Donc on va peut-être, juste d'abord essayer de lister un petit peu tout ce qui existe. Alors pour l'instant, je suis encore dans mon bureau, donc je vais partager, ouais, je partage l'écran entier. Non, peut-être pas je vais partager peut-être juste mon Airtable. Bon, alors ceux qui me disent que c'est pas le bon outil pour prendre des notes, bref, voilà. Hem, mais l'idée, c'est ça. Donc alors, comment faire pour avoir des clients? Donc il y a la démarche historique que j'avais, c'était, de créer du contenu sur, des plateformes comme, LinkedIn. OK? Alors, il y a 2 approches. Approche type, alors hop, on va dire,
Création de contenu. Vous pouvez me rappeler, parce que c'est un truc que je me rappelle jamais, lorsque les gens viennent, c'est parce qu'il y a le concept d'inbound et d'outbound. Vous pouvez me rappeler lequel et lequel, genre quand les gens y viennent, c'est quel concept et quand c'est nous qui faisons les démarches, c'est quoi le nom? Je crois que les concepts c'est inbound et outbound, mais ah ok, inbound. Merci, merci Elise, qui est une aficionados de l'inbound d'ailleurs. Donc, on va mettre inbound, utilisant les termes des influenceurs. Et l'outbound, c'est quand tu prends ton téléphone, quoi. Quand ça devient sérieux. Et donc, il y a l'outbound. Donc, il y a l'inbound, c'est-à-dire. Bah, attendez, hop, d'ailleurs. Hop. On va mettre les plus et les moins. On va mettre les plus et les moins. Tac. Plus et moins. Et on va grossir. Tac. Ouais. Donc pour moi, LinkedIn Inbound, les plus, c'est ça vient tout seul et ça vient quand les gens ont besoin. Donc c'est plutôt on est dans la tête des gens. Et donc ça vient quand ils ont besoin. C'est-à-dire que si vous êtes bien identifié sur votre thématique, c'est au moment où les gens ont besoin qu'ils vous contactent. Alors que le problème d'appeler des gens, c'est que 95% du temps, c'est pas qu'ils n'aiment pas ce que vous faites, mais c'est que c'est pas le bon timing, quoi. Donc il y a des questions de timing qui font que la création de contenu, c'est intéressant. Les moins, c'est que c'est quand même chronophage. Et clairement, chronophage, potentiellement, les clients ne sont pas là. Et ça, je pense que c'est un gros point. Pourquoi il y a beaucoup de vendeurs de formation sur LinkedIn, c'est que voilà. Salut Virtual Code. Donc voilà, LinkedIn, sur de l'inbound, franchement, en 4 ans, des gens qui sont vraiment venus par LinkedIn, pur, peut-être 1, 2, pas plus. Après, si on est là-dessus, on peut aller sur de la YouTube vidéo. Pareil, c'est de l'inbound. Ce qui est plus, c'est que cool pour présenter des use cases, des mini use cases. Bon, ça c'est cool. Par contre, c'est très chronophage. Alors, je trouve que les clients peuvent être plus là. En tout cas, c'est un peu plus. Alors, si on parle par exemple, de pertinence, on pourra définir ça après. La pertinence. Pardon. Au niveau des critères, donc j'ai des pertinences et on va essayer de mettre en place une stratégie pour mettre des priorités ensuite. L'idée, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est aussi une plateforme. Moi, j'appelais ça... non, ouais. Donc, on a un petit peu les réseaux sociaux. Alors, Twitter, je tweete sur Twitter, tout ça. Je sais pas, il y a des gens qui ont réussi à avoir des missions sur genre Twitter ou Instagram, c'est des choses qui arrivent. Mais YouTube, ouais, ça. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de gens, genre quand on fait des vidéos sur des use cases très précis, il y a des gens qui viennent disant ah, moi j'aimerais avoir la même chose, hein. Ça arrive, ça arrive. Sur Slack et Twitch. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Mission chez Allegria donc tu t'es fait repérer par Allegria par Twitter. Intéressant, Romain. Ok. Euh, Mais c'est vrai que alors, sur Twitter, je suis moins actif, très clairement. Mais ouais,
Je pense que c'est assez personnel aussi, hein. Il y a des gens qui ont du succès sur diverses plateformes et d'autres non, on va pouvoir voir. Bon, en tout cas, niveau, par rapport c'est ta chaîne ça, Clément? Cool. Vas-y, bah, vas-y, hein, balance. Bon, c'est ça. Je trouve ce qui est chiant, c'est que je peux pas faire des copier-coller. Ça m'énerve de pas pouvoir faire un copier-coller des informations du chat, dans mon c'est trop chiant. Bref. Donc mes notes par rapport à ça, qu'est-ce que je vais faire sur LinkedIn? Heu, pour moi, la pertinence, elle est assez faible. C'est beaucoup de la vanity, c'est aussi pour, se faire connaître. Bon, je pense qu'au niveau des acteurs d'Airtable, les gens me connaissent. Dans l'écosystème, les gens me connaissent. Donc heu, je pense que ça a fait le gros de mon travail actuellement, du gros du travail nécessaire actuellement et pas, d'envie d'investissement, particulier. Mais par contre, heu, pour des gens qui se lancent, qui ont envie de faire du contenu un peu en mode bourrin, c'est cool. Je pense à un gars là qui fait des vidéos sur l'IA et l'automatisation tous les jours là en ce moment, c'est un mec avec des petites lunettes là. On voit que lui. Je sais pas, enfin, c'est voilà. Pour se faire identifier, ça peut être intéressant, rapidement. Mais pour moi, pas envie d'investissement aujourd'hui. Sur YouTube, pareil, j'ai pas envie aujourd'hui de faire des vidéos. C'est vrai que c'est ça qui est un peu difficile, c'est que l'énergie, on l'a quand on a beaucoup de missions, mais on n'a pas de temps. Et en fait, quand on a plus de temps, à titre personnel, je suis plus en mode bad et j'ai pas spécialement envie de faire de vidéos ou du contenu, quoi. J'ai moins d'inspiration. C'est plus quand tu bosses beaucoup que tu as beaucoup d'inspiration et quand tu es dans le creux de la vague, bah, tu passes plus de temps à faire autre chose que travailler et donc tu es moins dedans, quoi. Je sais pas si ça vous est arrivé ça, mais heu, alors, qu'est-ce que tu dis, Xavier? Tu te mettrais dans un groupe, genre, pour discuter et te motiver avec les autres, c'est ça? Ce que tu veux dire, Xavier? Par se mettre dans un groupe? Ah, pour bosser, tu veux dire, tu veux dire au quotidien? La solitude du freelance aussi a un impact là-dessus. C'est vrai, je suis d'accord. Ah oui, collectif. Effectivement, alors ça, je l'ai pas mis, mais c'est très bien, on va le mettre. Collectif. Alors collectif, alors après il faut être accepté dans un collectif, hein. Mais c'est vrai que le collectif fait que, il y a une structure. Après l'idée c'est que un en fait un bon collectif de ce que j'en vois, il y a un mec, il y a un sales de malade et il y a des gens qui dev, quoi. Parce que s'il y a pas de sales, sur le principe, je suis pas sûr que ça apporte beaucoup. Alors je sais qu'Elise en a fait, heu, alors plus au-delà au-delà de la partie, sales, effectivement, ça peut motiver de faire des points, tout ça, c'est vrai, mais ça demande plus de travail. Alors comment on pourrait le type, c'est quoi? C'est peut-être collectif, en fait, parce que ouais, collectif. Je pense que c'est un élément à part entière. Donc là, une approche, en fait, on va pouvoir mettre les 2, hein, parce que pour moi, c'est single, c'est les 2 quoi, c'est inbound, outbound. Donc il y a l'inbound et il y a les 2 hein, parce que tu peux faire les 2 sur le principe. Les plus, effectivement, émulation, heu ça permet de lisser la charge. Après, sur les défauts, pour moi, il y a un peu d'inertie. Qu'est-ce que tu verrais comme défaut, Élise, toi qui as eu de l'expérience là-dessus, au niveau du collectif? Mmh,
compléter les forces. Alors, compléter les... Ah, excuse-moi, ça c'est un point. Effectivement, compléter les forces. Après, je pense que ça correspond aussi à des types de missions où, tu vois, typiquement, tu as un mec super bon en design et un mec super bon en dev. Effectivement, c'est un couple qui va bien marcher pour une mission, pour faire une app ou des choses comme ça. Dans le cadre du no-code, justement, la force... alors, vision, stratégie commune, effectivement, sur le côté, si tu veux faire de l'inbound, c'est compliqué d'avoir cette bannière commune, c'est ça. Et enfin, moi les collectifs que je vois fonctionner, en fait, à la tête, il y a un dirigeant, quasiment. Donc, il y a un mec qui fait le sales et qui pilote les projets et qui pousse. Donc, c'est une espèce de boîte sans être une boîte. Moi, c'est les cadres que j'ai vus sur la partie no-code, et où le mec, en fait, il utilise le collectif pour faire rapport aux affaires. Ouais, alors ces gros clients, là, moi, je ne sais pas si... ce que j'allais dire, sur le principe, euh, tu peux aussi avoir ta petite SASU, mettre une marque et puis recruter des gens. Enfin, pour moi, c'est pas je suis pas sûr que le collectif fasse, enfin, la création du collectif fasse la différence. Pour moi, c'est la démarche commerciale d'un gars qui pousse la partie commerciale, qui fait qu'ensuite il a beaucoup de leads et il veut les distribuer. Alors, soit il peut prendre des freelances et refacturer, soit il crée le modèle du collectif parce que ça lui va bien. Mais derrière ça, pour moi, il y a euh, la partie sales, qui est, enfin, ça, pour moi, ça change pas la donne. C'est-à-dire que, sauf si ça te change la donne, si tu rentres dans un collectif où le sales est très bon, où il y a déjà un sales. Ouais, bon, t'as du mal avec ça, mais je suis d'accord. Mais moi, mais difficile. Alors, euh, difficile d'avoir une stratégie commune. Ça, c'est effectivement stratégie, vision commune. Nécessite une force commerciale quand même, quoi, pour moi. Ouais. Donc alors au niveau des priorités, pour moi, genre 0. Là, 0. Collectif, alors je mettrais 1 ou 2 pour essayer potentiellement recontacter les collectifs que je connais qui bossent en mathématiques. Donc là, ça peut être lister les collectifs. Sérieux. Mais certains collectifs sont même difficiles. Enfin, disons que les collectifs qui fonctionnent, ils fonctionnent. Et donc, en fait, ils ne ressentent pas spécialement le besoin potentiellement de, de recruter plus, quoi. C'est ça. Donc, à voir. Mais effectivement, j'avais pas ça en tête et je le note. Alors, autre point, bon, les plateformes. On va aller vite là-dessus. Donc, il y a la question de réactiver Malte, mon compte Malte. Donc là, on est plus sur. Alors, il y a les deux. Il y a de l'inbound et il y a de la. Enfin, c'est plutôt de l'inbound. Il y a de l'inbound et de l'outbound, mais au sens où quand vous répondez à des demandes qui sont déjà postulées, enfin faites. Vous n'allez pas envoyer vous n'allez pas contacter des gens en froid totalement sur la thématique. Donc j'ai ouvert Malte que j'avais pas ouvert depuis longtemps. Alors Malte, soyons clairs, moi il y a très forte concurrence. Les prix sont très bas quand même en moyenne. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Malte? Je sais qu'il y a les gens qui sont super malteurs, c'est probablement les rois du pétrole. Ouais, plateforme freelance, c'est ça, Malte, tout à fait. Donc c'est ça, c'est Malte. Alors, me concernant, alors j'ai découvert que je ne l'ai pas ouvert depuis 2023, voire 2022. Donc quand même, potentiellement, on peut recevoir des opportunités. Donc ça, je n'avais pas vu qu'il y avait ce genre de choses.
Et j'avoue que, bah, il y a eu alors ça, c'est très vieux, hein, c'est 2023, mais on peut avoir, un peu des opportunités, qui arrivent. Après, il faut les signer. Mais bon, donc je pense quand même que je vais réactiver mon compte. Heu, je sais qu'on peut faire valider des clients antérieurs avec lesquels vous avez travaillé sur la plateforme. Ça, il faudrait que je le fasse. Ce serait quand même bien, pour avoir des points parce que là, actuellement, mon compte, il est au niveau zéro, si vous voulez, ouais. Je suis, parcours 0 quoi, j'ai 200 points, quoi. J'ai que j'ai eu un client sur Malte, il y a 2-3 ans. On a bossé 5 jours ensemble, pour vraiment pas cher et ensuite, bah, plus trop de nouvelles, quoi. Donc hem, à voir. Je vais quand même réactiver. Ça coûte pas grand-chose. Je sais pas si, Élise, tu t'es remis dessus? Tu es active, dessus ou Clément, vous avez, on va dire, au moins un profil à jour sur ce type de plateforme? Est-ce que vous en avez d'autres, des plateformes intéressantes? Ouais, Mathieu, ouais. Ouais, 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 on est d'accord, hein. C'est ce qui est cool, c'est qu'il y a enfin, en tout cas, qu'est-ce qui est cool? Bah, c'est le fait qu'elle existe cette plateforme, en fait. Donc c'est, la mise en relation. Après, il te pique quand même, il y a une commission. Ça, c'est quand même, chiant. Il y a 2 commission? Ouais. Priorité, je vais mettre 2. Voilà. Je vais, remplir mon profil quand même et puis peut-être, et demander, alors, rentrons dans les choses un peu plus intéressantes, parce qu'il est déjà, 13h30. Hem, alors, il y a, bouche à oreille. Alors, bouche à oreille, alors soit donc, je vais appeler ça bouche à oreille. Donc ça, c'est plutôt pour des gens alors, Fiverr. Ah Romain, tu as eu quand même une mission de 4 mois, via Malte? C'est cool. Un TJM genre, pas à 200 balles, la journée quand même? Enfin, j'allais dire sur le principe, si le mec te prend 4 mois, que c'est ton premier client et qu'il te rapporte, 1 000 balles par semaine, bah, tu te formes et en plus, tu gagnes, 2 000 balles par mois, pourquoi pas, hein? TJM est de voilà, si c'était à temps plein, tu avais 4 mois à temps plein, à ce TJM-là, ça me paraît acceptable. Enfin, en fait, avec le temps, je me rends vraiment compte que, il y a vraiment cette notion de TJM versus combien de jours ils te prennent, quoi. Et qu'il faut être vraiment prêt à potentiellement diviser par 2 ton TJM, j'allais dire, si tu as des jours de libre, pour remplir, quoi. Parce que, ce qui fait péter le chiffre d'affaires, c'est les jours off, quoi. Et mine de rien, quand tu as un gros TJM, bah, tu signes moins de jours, mais tu vois? Donc si tu peux avoir des grosses missions, payées, enfin, le nombre de jours pour moi, c'est sécuriser des jours, c'est ça l'obsession, plus que le TJM. C'est vraiment. Hem, Ça faisait longtemps, mais on m'envoie toujours les mêmes. Pôle Sud. Bah, ouais, ils sont gentils avec moi, tu sais, c'est la communauté de code France, elle est grande, mais le noyau, vif, bah, c'est un peu toujours les mêmes, effectivement. Alors, Michael, très bonne remarque, très bonne remarque. Le côté partenariat, donc c'est un autre truc. Donc le bouche à oreille, alors on va le mettre ici, on va le mettre. Donc ça veut dire le côté, partenaire, d'un outil. Moi, je sais que, il y a des gens qui montent des business exclusivement là-dessus. Élise, saura, de qui je parle. Mais prendre un outil, devenir partenaire, monter en compétence des gens sur l'outil, essayer de devenir la meilleure agence de l'outil en question, en causant tout en étant copain avec le mec qui a le logiciel, c'est quelque chose qui semble bien marcher. Mais
Mais là, il faut être dans une optique vraiment de monter une agence. Voilà. Alors, d'ailleurs, bon, on peut en parler un petit peu de partenaire des outils. Donc pour moi, ça, c'est sur le côté. Ouais, c'est un type particulier. Je sais pas comment dire. Partnership. Ouais, c'est ça, partnership. Si, c'est ça, partnership. Ah, je connaissais pas les plateformes, Mathieu. Worksome? Ah, Worksome. On va le noter, je vais regarder plus tard. Oula, pardon. Worksome. Je regarderai. Merci. Donc, alors, parlons du partnership. Donc, le partnership a plein de plus. Le partnership, tu prends des commissions si sur les licences. Donc, ça, c'est cool. Ils peuvent t'apporter des missions. Donc, ça, c'est cool. Et en plus, je pense que il y a pas mal de gros clients qui passent potentiellement par le. Enfin, ils sont obligés d'avoir une relation à un moment avec le logiciel parce il y a des questions de compliance et compagnie. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de gros qui passent directement par l'outil. Après, les défauts que j'y vois, c'est que votre client quasiment n'est plus le client final, mais c'est l'apporteur de solutions. Et donc, il a des règles, en fait, qui font que lui, ce qu'il veut, c'est plus de licences. Donc, vous jouez selon les règles de la boîte qui fait l'outil. Enfin, donc, il y a des contraintes sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de leads, voilà. Et ils ont quand même un regard sur ce que vous faites et comment vous maniez vos missions quand même. Alors, si vous voulez faire du CA, ça peut avoir un enjeu et mais il faut monter une agence, quoi. Parce que, par exemple, pour être partenaire Gold Airtable, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est compliqué de faire ça tout seul. Ça me fait penser que une autre approche aussi pourrait être d'élargir les outils utilisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des outils peut-être moins connus, mais qui ont peut-être des missions à faire, ça peut arriver, et qui cherchent des consultants. Donc ça peut être aussi une façon de faire. Donc, alors moi, personnellement, j'ai ma structure. Justement, il y a ça aussi, c'est que ils aiment bien être partenaires de vraies boîtes avec un vrai nom, ça fait plus sérieux, même si derrière, c'est une coquille vide. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous avez vu qu'à côté de mon nom, il y a marqué El Batria. C'est parce que c'est le nom de ma structure, en fait. Elle s'appelle El Batria. Et je facture avec cette structure-là, cette SASU. Bon, alors, bon, ça va, on n'a pas le temps. Donc, sur le partenaire des outils, là, on est plutôt sur une approche inbound. La boîte vous présente. Priorité pour moi, 2, c'est-à-dire que pertinence, ça, c'est encore à savoir, à voir. Parce qu'en fait, je ne suis qu'à une tâche d'être partenaire bronze. Donc, l'idée, c'est que pour être partenaire, déjà, il faut passer la certification product. Donc, vous faites le questionnaire de 60 et quelques questions pour avoir cette certification. Et ensuite, il faut faire un test. Il y a un projet à faire. Donc, j'ai le doc Word avec le test. Je ne l'ai pas encore fait. Mais
si je fais le projet, ça me permet d'être bronze. Mais bronze, en étant bronze, ils vont rien faire avec vous. Je crois que ça vous permet quand même d'avoir un compte enterprise, ce qui est pas mal. Mais, ils ne vont pas vous apporter de clients. Enfin, a priori, quoi. Donc, c'est une démarche qui est intéressante, mais très dépendante de l'outil que vous utilisez, quoi. Et même les gold, les échanges que j'ai eu avec eux, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient eu beaucoup de clients à qui qu'on a envoyé. Ou alors ils vous les balancent et vous vous débrouillez, quoi. Donc, à voir. Alors, élargir les outils, bah ça, oui, ça c'est une possibilité, hein, d'aller voir sur d'autres outils ce qu'ils ont à faire. Bouche à oreille. Donc, bouche à oreille, pour moi, c'est le côté. Alors, maintenant, les formations sont ouvertes, hein. Tu peux faire les formations sont ouvertes à tous, les formations pour faire product. Et tu peux élargir avec d'autres outils avec ce nom de boîte. Oui, et le Batteria, c'est pas no code facile. No code facile, c'est compliqué d'élargir. Et le Batteria, je peux faire ce que je veux, quoi. Alors, moi, pour le coup, sur le côté partenaire, moi, ça avait été très, 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 très efficace pour moi, mais encore avec une question de timing. C'est à l'ouverture du partnership de Make, il y avait une page partnership où il y avait genre 20 logos de boîtes. Et à l'opposé, moi, je m'étais inscrit en tant que freelance, donc il y avait ma tête, et on devait être deux avec notre tête. Et dans la semaine, j'étais appelé par deux personnes. Donc, en fait, le fait d'avoir une figure quand même, pour certains types de boîtes, peut-être les plus petites, c'est rassurant plutôt qu'avoir un logo, ils ne savent pas trop vraiment qui est derrière. Donc chez Make, au tout début où il y avait rien, il y avait pas de certif, c'était juste, il fallait s'inscrire, hop, on était partenaire. Bah, j'avais eu 2 clients, en une semaine. Donc voilà, il y a une question de timing aussi sur ces histoires de partnership, voilà. Bouche à oreille. Alors, bouche à oreille, pour moi, c'est le plus évident, et il y en a pas mal qui font ça, c'est de se dire, bon, bah, j'ai un client, je vais demander à ce client qui me mette en relation avec deux, trois autres personnes qui peuvent être intéressées par mes services. Alors, je ne l'ai pas fait de façon, on va dire, systématique, mais les quelques fois où je l'ai fait, alors il y a eu des fois où ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a contacté parce que il avait parlé. Alors, c'était même pas les dirigeants des boîtes, c'était les head of sales de deux boîtes qui avaient discuté. Et comme j'avais mis un système chez l'une des boîtes, bah, l'autre boîte m'a contacté pour mettre la même chose dans l'équipe commerciale de la boîte d'à côté. Mais sinon, euh, tu te rends compte que bah, les chefs d'entreprise, alors, il y a des différents types de chefs d'entreprise, mais ceux qui sont notamment dans les petites boîtes, ils sont vraiment focus sur leur boîte. Ils connaissent un petit peu, enfin, connaissent des gens, mais ils connaissent pas spécialement leurs problématiques, par exemple. Euh, Donc, moi, j'ai pas eu vraiment de succès sur ces questions de mise en relation. Si, voilà, on va dire naturel. J'ai eu deux fois des trucs qui sont faits naturellement. Mais quand j'ai demandé à des gens, est-ce que vous connaissez pas d'autres personnes qui auraient besoin de mes services, j'ai pas eu de succès jusqu'à maintenant. Mais alors, je l'ai pas fait de façon systématique du tout, hein. J'ai dû le faire deux, trois fois, mais ça n'a pas spécialement marché. Je sais pas si chez vous, ça a fonctionné plus que ça. Mais le fait de demander des, mmh, des idées de personnes à contacter pour discuter dev à des clients que vous avez actuellement et avec lesquels ça se passe bien, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez fait. Les grosses boîtes sont encore sur Excel pour tout. Ouais, 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 probablement, oui. Pour gérer leur projet. Euh, mmh, oui, alors après, alors, pour les grands groupes, tu peux rentrer par différentes façons. Tu peux rentrer par la fenêtre. En fait, ce qui se passe, c'est que sur nos technos, de ce que je vois, on peut rentrer dans les grands groupes, mais par des petites portes. C'est-à-dire, généralement, pas sur le cœur de métier. C'est-à-dire que là, depuis peu, je travaille pour un grand groupe, mais on n'est pas dans le cœur du métier du grand groupe. C'est des petites activités annexes, tu vois. Genre,
tu pourrais bosser pour un grand groupe, pour la gestion des opérations, je sais pas, du syndicat, quoi. Des syndicats mais sur le cœur de métier, dès que ça devient genre industriel et massif, les outils no-code sont plus adaptés. Donc, enfin, donc oui, il y a de la place, mais elle est à l'échelle de petites équipes, quoi. Mais sur la gestion de projet, oui, je suis d'accord que sur de la gestion de projet, mais après ils vont ouais, je suis d'accord avec toi, Clément. Donc bouche à oreille, pour moi le plus, c'est que bah, tu arrives déjà validé, pas de concurrence. Défaut, bah, parfois les clients sont le nez dans le guidon. Alors le bouche à oreille peut être intéressant aussi. Alors c'est une autre approche. C'est plus une approche réseau. Alors on va parler de réseau après parce que pour moi c'est important. C'est le plus important en fait. Mais ce qui est cool aussi, c'est que comme généralement dans les projets no code, les équipes ont été quand même pas mal impliquées. Et donc, et quand ça s'est bien passé, ils ont un bon souvenir, ils sont contents de l'outil qu'ils ont utilisé. Et certaines de ces personnes-là commencent à bouger de boîte, à changer de boîte. Et donc, peut se poser la question de dans quelle mesure, dans les nouvelles boîtes, il n'y a pas moyen d'aller redévelopper quelque chose avec du Airtable. Alors, c'est quelque chose qui m'est pas arrivé encore. Je n'ai pas poussé plus que ça. J'aurais imaginé que ça allait mieux marcher que ça, par exemple. C'est-à-dire que, j'allais dire, aujourd'hui, tu bosses dans une boîte avec du Airtable, tu changes de boîte, tu as Excel, tu pètes un câble. Tu veux mettre autre chose, c'est obligé. Et donc je m'étais dit que, bah, en 4 ans, j'allais peut-être pouvoir commencer à avoir un premier incrément de cette démarche-là. Et avec un effet de réseau qui, pour le coup, avec le temps, peut être multiplié et ça peut faire un effet boule de neige. Très clair. Alors est-ce que c'est ma faute au sens où, bah, peut-être que la prestation n'était pas assez exceptionnelle? Est-ce que, voilà, je surestime peut-être, ce que les gens ont apprécié dans l'émission? Ou est-ce que la plupart des salariés sont, voilà, ils exécutent, mais ils vont pas aller chercher plus que ça, la performance, voilà, c'est possible aussi, hein. Je pense que ça marcherait probablement plus. En fait, ce qui se passe, c'est que, quand il y a que le gérant et des salariés, je pense pas que les salariés vont, même quand ils vont changer, vont vouloir, potentiellement importer des bonnes pratiques. Ils vont faire leur taf et point barre, quoi. Je pense que c'est quand tu arrives à un niveau de manager ou pour le coup, généralement, c'est le niveau auquel tu as apporté le plus de valeur. Quand tu as beaucoup travaillé avec ce manager, que ça se passe bien, bah, je suppose que quand le mec bouge, bah, il emmène sa team avec lui, entre guillemets, il peut emmener ses consultants. Et je pense que d'ailleurs, ça doit se passer aussi beaucoup dans des grands groupes, à d'autres types d'échelles, très clairement. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce genre de choses, mais je ne sais pas si ça vous est arrivé, des missions où les gens ont bougé et parce qu'ils ont bougé, bah, ils vous ont apporté d'autres clients avec les nouvelles boîtes dans lesquelles ils bossaient. En tout cas, je pense vraiment que c'est un vivier potentiellement intéressant. Euh, alors, excusez-moi, c'est pas élargir, ça c'est pour moi c'est partnership aussi. Mais le dernier, c'est le réseau. Donc c'est les anciens salariés de vos clients. Et ça, pour l'instant, j'ai pas trop de priorité, on va dire 1. Il faudrait recontacter les salariés avec qui ça s'est bien passé, quoi. Avec lesquels ça a fit. Voilà. Outils utilisés pour l'instant, j'ai pas spécialement envie. On verra. Si je suis à bout, si j'ai plus d'argent,
Si je dois s'il faut que je me prostitue, je me prostituerai, mais pour l'instant, c'est pas l'idée. Le bouche à oreille, là, je pense qu'il y a quand même un potentiel, de systématiser, quoi. Donc d'aller demander à mes clients, est-ce qu'ils n'ont pas des boîtes potentiellement intéressées. Et après, s'ils ne donnent rien, c'est peut-être parce que je suis pas assez performant et que la prestation est pas assez bonne, hein. Moi, je suis OK pour prendre ça sur moi, hein. Nouveaux pays. Alors les nouveaux pays, donc élargir les pays, sauf que le truc avec les nouveaux pays, donc ouais, donc nouveaux pays, bon ça, l'inconvénient c'est qu'il faut parler la langue, quoi. Ou parler l'anglais, quoi. Ou OK avec l'anglais, quoi. Mais, enfin, il y a quand même ce concept que, alors je sais pas ce que ça peut être ça, mais bah, c'est des effets de réseau pour moi, hein. Mais ce qui est compliqué, c'est que, et ça va reboucler avec ce que je vais mettre juste après, c'est que, bah, tu as toujours un atome crochu avec des gens qui te ressemblent quand même et que donc, hem, si tu es en concurrence, je sais pas, tu as une boîte à Berlin, il a un consultant qui est à côté de chez lui et il y a toi. Faut vraiment que le mec veuille absolument travailler avec toi pour que tu réussisses à signer le deal. Enfin, je sais pas, ou alors tu as des stratégies particulières qui ont fait que ça a marché, mais ah, Pôle Sud, tu dis: «Moi, si moi je suis pas assez bon». Tu sais, c'est très difficile d'évaluer le niveau de quelqu'un, comme ça, d'extérieur, sans être, dans une mission. Alors, tu peux te comparer, par exemple, si tu travailles avec un autre consultant et que tu travailles sur la même mission, tu peux te comparer et te dire: «Bah, moi, je fais pas les choses de la même façon et tout ça». Ça, tu peux le faire, mais d'extérieur, par exemple, quelqu'un qui est très pédagogue, c'est donc une personne qui va être très bonne pour transmettre, qui n'est pas c'est pas pareil qu'une personne qui est très bonne pour, techniquement, c'est pas la même chose qu'une personne qui est très bonne pour, définir exactement, l'architecture et les interfaces qui seront adaptées aux clients et aux gens qui travaillent, qui n'est pas la même compétence que, par exemple, très bien documenter, son travail. Pour moi, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que, savoir ce que c'est qu'un bon consultant, c'est pas, enfin, il y a de tout, quoi. Mais, ce qui est important, c'est de savoir ses forces et ses faiblesses heu et voilà. Mais Mathieu, comment tu les touches alors ces boîtes des US et d'Australie? Alors moi, j'ai un client qui est aux US, bah, tu vois, par exemple, Trump et puis la fermeture des frontières, quand tu fais des trucs quand tu fais des choses avec des produits qui viennent du Mexique, par exemple, compliqué. Et donc, et pour rester en Europe, sur l'Angleterre, tu fais quoi? Tu te mets sur des plateformes? Des plateformes locales des pays pour avoir accès, au trafic, du pays en question? C'est intéressant, hein, Mathieu, le côté stratégie, dans ce cadre. Alors peut-être que tu veux garder tes petites tambouilles, ce que je comprends tout à fait, avec, tu le droit. Tu peux nous dire vaguement, vous pouvez aller regarder les plateformes en Angleterre ou les plateformes en Espagne, tu peux dire ça comme ça, hein, et après on fait le travail. Mais et de l'aide gratuit, où ça, par exemple? Mais tu vois, l'aide gratuit, c'est un cadre où il faut quand même que les gens soient déjà très initiés, tu vois? Pour aller chercher de l'aide, ça veut dire que les gens ont commencé à utiliser l'outil. Ce qui effectivement est quand même un 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 nombre non négligeable de personnes, notamment sur les outils no code qui sont accessibles. Les gens peuvent arriver en disant: «Bah, voilà, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, ça marche pas super». Donc ça c'est et c'est pour ça aussi que moi j'ai eu mon marketing très orienté Airtable, c'est que pour moi, il y avait une approche très orientée outils, heu parce que les gens, heu, ils ont confiance, enfin, ils voient la solution non pas dans le nom d'une agence, mais dans un outil. Et donc, heu
l'approche outil pour moi était bonne. Donc effectivement, l'aide gratuite, mais l'aide gratuite se fait sous quelle forme? Parce que sur des plateformes comme le Slack No Code, tu as eu des clients qui sont arrivés via le Slack No Code ou, tel que je l'imagine, le flux est quand même très, enfin, la plupart des gens sont eux-mêmes consultants ou prestataires. Ah, mais ça, les recommandations des sales, c'est parce que tu es certifié. Donc pour moi, ça ressemble au partnership si tu veux. C'est équivalent à l'histoire du partnership, partant d'un outil, très clairement. Donc nouveau pays intéressant, et pourquoi pas, les plateformes de nouveaux pays, notamment peut-être des pays qui sont encore, pas encore trop, chargés, l'Espagne, l'Italie, qui sont pas encore super chargés en freelance no code. Ça peut être une idée. Je vais pas explorer ça tout de suite, mais c'est bien de l'avoir, c'est une idée. Hem Alors, le dernier truc, enfin, l'un des derniers trucs dont je voulais parler, il est 51, mais pour moi, qui est un truc important, c'est le réseau, mais les réseaux locaux. C'est un petit peu ce que je vais explorer. D'ailleurs, je commence cet après-midi là. Je rencontre des règles. C'est le fait de rencontrer des gens en local et essayer d'aller attaquer des boîtes en local. Pourquoi faire ça? Parce que, alors, déjà lié au type de nos clients accessibles, qui sont des PME ou même des grosses PME, c'est des gens, ils aiment quand même bien voir les gens. Et donc, si vous êtes loin, vous avez un avantage concurrentiel énorme, par rapport, au reste. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, c'est qu'en étant en local et en essayant de travailler le réseau local, vous allez peut-être pouvoir rapidement atteindre des PME, des vrais. Et 95 des PME ne sont pas sur les réseaux sociaux et donc ils sont à un niveau de maturité sur le numérique assez bas, ce qui est exactement votre cible. Donc pour moi, le fait d'une boîte qui n'est pas sur les réseaux sociaux et donc qui n'est pas sur les canaux qu'on utilise actuellement ou les plateformes, c'est un argument par rapport à nos clients cibles, ceux auxquels on apporte le plus de valeur. Donc un peu mature. Donc complémentaire avec ce qu'on a sur les réseaux. Ah voilà, Michael qui dit que la prestation est locale. Et voilà. Et les moins, c'est qu'on peut trouver qu'il y a une certaine difficulté à percer cet écosystème. Si, par exemple, moi, je suis arrivé à Amiens il y a 2 ans, je n'ai pas fait de démarche particulière. Alors, il peut y avoir du réseau impromptu, club de course, de tennis, au golf. Ça, effectivement, c'est des lieux de réseau qui peuvent servir. Donc, c'est un premier point. Donc, ça, c'est ouais, c'est réseau local. L'approche, là, pour le coup, elle est outbound. Elle peut être les deux, mais donc difficile à percer. Parce que, mine de rien, bah, par quelle voie rentrer quand vous avez une ville que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de réseau? Donc ça peut être, les clubs de sport effectivement. Et là, moi j'ai attaqué des gens dont le métier c'est le réseau, mais sur la thématique un peu tech. Donc tous les gens qui sont dans les chambres de commerce et qui parlent de tech. Voilà. J'ai contacté des gens sur LinkedIn, il y en a un qui m'a répondu. Bon, un mois après ma demande, parce que j'ai fait ça genre en octobre. Et là, en fait, je le vois cet après-midi. Donc, et l'enjeu, c'est de prendre un point et de tirer des fils, quoi. Il va falloir, le gros du travail va être de poser les bonnes questions ou que cette personne dont le métier, c'est de faire du réseau, te mette en relation avec d'autres personnes. Parce que autant les chefs d'entreprise, parfois, ils sont même pas bons à mettre en relation, eux, ils sont obsédés par leur boîte, ils veulent la faire fonctionner.
et ils sont pas sur ces logiques trop de réseau. Ces gens-là, c'est leur métier, ils font que ça. Et donc, c'est important d'y aller en ayant les bonnes questions pour sortir de là, de ces échanges avec 3-4 personnes en plus à aller voir. Et le but du jeu, c'est de voir le plus de monde et de parler au plus de monde jusqu'au moment où tu atteins tes cibles, les cibles qui t'intéressent. Sans paraître trop needy, donc sans paraître trop agressif sur la partie sales, parce que ça, ils n'aiment pas trop non plus. Mais voilà. Et alors, oui, bah alors BNI, je connais pas. C'est quoi BNI? C'est Banque Nationale d'Investissement? Ah, il y a Réseau Entreprendre et compagnie, il y a des réseaux d'entrepreneurs aussi, mais c'est pas simple de rentrer dedans non plus. Là, voilà, je vais rentrer par les chambres de commerce. Euh, Il y a les incubateurs aussi qui sont bien. Alors là, ce qui est bien, c'est que c'est double. Le mec est dans une chambre de commerce, mais il s'occupe des incubateurs. Alors parfois, si vos clients, c'est les startups, bah, ça peut être intéressant. Moi, mon idée, c'est que lui, comme en fait, il gère un espèce de pôle. Je sais ce que c'est que les pôles. Et très clairement, les pôles, c'est typiquement des genres de structures qui auraient vraiment besoin d'avoir un Airtable pour se gérer. Donc, on va voir. Je ne vais peut-être pas, lors du premier call, lui dire que j'ai des solutions pour lui. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Mais alors, BNI, je ne connaissais pas. Alors, on va noter, mais BNI, réseaux locaux. Donc, BNI, bon, il y a les CCI, les incubateurs. Incubateur. Incubateur. Pour moi, c'est la priorité numéro 1 pour moi actuellement. Et aussi parce que c'est agréable de parler à des vrais gens dans la vraie vie, quoi. De prendre sa voiture, d'aller faire 5 km et de sortir, voilà, d'enlever ses fesses de son siège, de quitter son ordinateur pour la vraie vie, quoi. Et le fait. Et c'est des gens, enfin, il faut bien comprendre, parce que moi j'étais dans le parapublic avant, donc j'ai vu ça. Il y a la valeur locale, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont vraiment envie de travailler avec des acteurs locaux. Quand vous êtes avec ces chambres de commerce, ils ont à cœur de faire travailler ensemble des boîtes locales. Et donc, c'est un truc à vraiment mettre en avant, de dire, bah, moi, je suis d'ici, je veux travailler avec des boîtes locales. C'est quelque chose qui leur plaît. Enfin, de mon expérience passée. Donc, on va voir comment ça se passe. L'objectif, ce serait de pouvoir signer, allez, 2 clients supplémentaires, je pense, pour 2025, avec des quantités, c'est pas besoin des gros contrats, mais avec 2 contrats supplémentaires, ça ferait que j'aurais voilà, 6 contrats vraiment actifs, ce qui me sécuriserait. Voilà, vraiment. Ce qui ferait que même si j'en perds un ou deux, bah, je tombe pas à 20 k l'année. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif, c'est de travailler cette partie réseau local. Et je ne sais pas si d'autres d'entre vous ont fait ce travail. Alors, il y a ce côté aussi que les endroits où les gens réseautent, il y a quand même. Est-ce on n'a pas le même effet que sur Slack, à savoir, il n'y a que des prestataires et il n'y a pas de clients potentiels en fait. C'est un peu le problème que je vois. Euh, pour moi, l'incubateur, c'est clair, potentiellement, ce ne sera pas mes clients, mais ça, c'est des nœuds de réseau. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent d'autres personnes. Et notamment parce qu'ils sont dans un incubateur, ils sont trimballés de partout par les chambres de commerce, les départements, pour les montrer, regardez, on est innovant, on a un incubateur, même si eux, leur obsession, c'est de remplir l'incubateur. Donc, c'est plutôt les boîtes qui rendent service aux incubateurs plutôt que les incubateurs qui rendent service aux boîtes. Bref. Ouais, Paul, il pense que tu es informaticien. Et tu vas remplacer les ordinateurs. Ou tu vas installer l'imprimante, c'est ça? Et c'est ce qu'il te demande.
Bah, Élise, franchement, la cible, ouais, un incubateur ou le référent, là, le gars, c'est le référent des pôles d'une chambre de commerce. Contact sur LinkedIn, tu prends 10 mecs qui parlent un peu de numérique ou à la chambre de commerce de Dijon, sur LinkedIn, tu mets des messages, tu regardes ceux qui sont actifs, il y en a au moins un qui va te répondre. En plus, tu es une fille, contacte des gars, ils vont te répondre, t'inquiète pas. Donc, ouais, c'est d'accélération. Après, moi, je pense que moi, les startups, c'est pas trop ma cible. Moi, j'aime la PME, moi. J'aime la PME avec le papier, les trucs familiales, là, où il y a rien, quoi. Où ils ont des Excel, où ils mettent des tableaux, où ils mettent 4 tableaux dans l'Excel. Euh, voilà, des trucs dégueulasses. Où là, dès que tu commences à structurer, les gens, ils te prennent pour un magicien. Moi, c'est ça, c'est là où c'est beau. C'est là où il y a aussi le plus gros retour sur investissement. Parce que si c'est pour faire des trucs un peu à la marge, voilà, où tu as déjà des mecs forts en interne. Après, ça peut être sur un peu des aspects un peu coaching. C'est d'autres types de prestations. Euh, mais pareil, le coaching, c'est. En fait, il y a vraiment cet enjeu de signer gros, de signer beaucoup d'un coup. C'est-à-dire que même au niveau de mes coachings, et là, justement, je coach une personne qui va me prendre des coachings sur, je pense, beaucoup. Mais il faudrait voilà, prendre des packs et, et beaucoup de packs, quoi. Enfin, ou alors faire très cher. Enfin, trouver un moyen de sécuriser du chiffre d'affaires sur l'année pour te dire, OK, je commence l'année, je sais à 95% que déjà, voilà, il y a 50 cas, ils sont verrouillés, je les ai. Et le reste, voilà, ça va venir au fil de l'eau. Il y aura peut-être plus, mais au moins ça, c'est sûr que c'est verrouillé. Le magicien avec le public qui a les étoiles dans les yeux. Bah, enfin, ça, avec nos technos, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est ce qui arrive quand tu arrives dans des boîtes qui n'y connaissent pas grand-chose et que tu commences à faire juste une table Airtable et deux automatisations, quoi. Et trouver et ce qui est pas mal, c'est que ça existe des PME qui sont même très bonnes industriellement, mais qui sont à l'âge de pierre au niveau, on va dire, gestion et admin. Donc, c'est ça qu'il faut trouver, quoi. Une, et en plus, bah, si c'est en local, je m'imagine, bah voilà, une fois par semaine, tu vas prendre ta petite voiture, tu vas faire tes 5 bornes, tu vas sur place, tu vois les gens. Et ce qui fait que tu fais du meilleur travail, c'est à coup sûr. Parce que même si tu vois les gens en visio, tu n'as pas, t'as pas tout le body language, tu n'as pas le même rapport, c'est sûr. Juste pour sondage, quel est le ratio de vos clients, genre local versus genre le monde? C'est quoi le ratio? Parce que moi c'est 0%. Enfin, euh, quand j'étais à Arras, j'avais 2-3 clients sur l'île, issus de mon ancien réseau. Mais sinon, tous les gens que j'ai signés par la suite, c'était loin, quoi. Vous, c'est quoi les pourcentages de boîtes que vous pouvez aller voir en voiture, que vous allez voir régulièrement en voiture, quoi? Ah, cool. Ah, c'est intéressant. Donc, Pôle Sud, il est à 100% local. Bah, il a tout compris. Pôle Sud a tout compris. Et Elise, je pense que c'est zéro. Ouais, Allez, mec, il faut aller à la. Ouais, donc Mathieu, c'est. Ouais. Claire, elle parle pas au client. Elle a raison. Même t'as raison de pas parler au client. 50. 80 local. Ouais, 80 local, c'est pas mal aussi, hein. Bah, moi, si je pouvais avoir un, ça veut dire que t'as au moins 100 clients, Zetoun, c'est ce qui est pas mal, hein. Quand même 100 clients, ou tu as peut-être fait 100 projets, et dans l'un des projets, il y avait un projet local. Mais je pense que il y a un vivier, euh, et quand même, c'est cool. Et c'est vrai que moi, c'est ça que j'ai envie de. Alors, je vais enlever, j'ai arrêté de partager, hein. C'est ça un petit peu que j'ai envie de travailler là. Euh, Oui, alors sur Paris, c'est un peu particulier. Si je suis d'accord. Paris, pour moi, c'est pas du local, quoi. Euh,
Ou alors ce serait du local si tu allais, genre, en périphérie bosser. En fait, c'est du local si tu bosses avec des tu bosses pas avec des gens du service. Vas-y, j'accepte le local si tu bosses avec, une boîte et donc cette boîte-là, généralement, elle va avoir peut-être ses locaux en banlieue. 100 local à Nocodeville, est-ce que ça compte? Ben, ça dépend, est-ce qu'il y a à Nocodeville, est-ce qu'il y a une boulangerie? Est-ce qu'il y a une maison que tu peux acheter? Sinon, là, dans ce cas-là, oui, effectivement. Si tu peux avoir vraiment ta vie, sur Nocodeville, moi ça me va, quoi. Heu, Salut Olivier. Ah, il y en a qui arrivent un peu tard, ou peut-être qu'il doit faire son live, juste après moi et que j'empiètre, je ne sais même pas. Olivier, on a parlé de tout ce qui était, vente et stratégie de vente. Donc, pour résumer, ce qu'on s'est dit, les différentes stratégies. Donc, il y a toujours la possibilité de faire du création de contenu sur LinkedIn et YouTube. Le problème, c'est que c'est chronophage et puis c'est pas sûr que les bons clients soient là. Sinon, on peut aller taper à la porte de collectifs, mais ou les créer. Mais bon, il faut être sûr d'avoir une force commerciale importante. Sinon, on peut être réactif sur Malte ou sur des plateformes un peu plus orientées grand groupe comme Worksum, c'est une autre approche. Le bouche à oreille a travaillé beaucoup, des, demander des contacts d'autres personnes qui peuvent être intéressées aux clients que vous avez satisfaits. Être partenaire d'outils, comme ça vous avez les boîtes qui ont les outils qui vous envoient des clients. Donc ça dépend des outils. Utiliser plus d'outils, parce qu'il y a peut-être des outils qui recherchent des consultants. Les anciens salariés des boîtes pour lesquelles vous avez travaillé qui sont peut-être dans des nouvelles boîtes à contacter. Les nouveaux pays, et puis à l'opposé, le local, quoi. Donc, alors, qu'est-ce que dit Paul? Avec le temps, je préfère passer du temps à comprendre la demande client. Ouais, 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 bah dans ce cas-là, monte l'agence, hein, Paul, hein. J'allais dire, si tu as le flux, si tu le flux de. Après, le problème, enfin, ouais, c'est que en no code pur, il y a la question de comment vraiment monter une agence efficace. Moi, je me pose la question, quoi. Je pense que le seul modèle que j'ai vu qui marche correctement, c'est collectif ou alors agence, mais seul. Tu prends des freelances, mais des A-players, quoi. Des gens qui sont autonomes totalement sur la mission et tu prends ta com et c'est tout. Je n'ai pas vu encore de modèle où tu prends des juniors, il y a des couches. Non. Parce que les missions sont tellement courtes, tu signes pas des grands tickets. Et donc, si tu donnes la mission à quelqu'un et que tu prends 10%, ça marche bien. Alors, bien fait, ah bah, ça c'est un. Et ils ont des juniors bien fait? Et ils font quoi comme techno? Ils font du Airtable et Make aussi? Le nom est très bien, hein. Ouais, tu prends des freelances, mais je pense qu'ils prennent des bons freelances. Oui, c'est ça, des collectifs d'experts avec un mec, mais, mais, mais parce que la valeur des missions se fait lorsque. D'accord, Airtable, Make Bubble. Il faudrait que je contacte le gars de chez Bienfait pour que je discute avec lui. Voir qu'on fasse un Airtable Arena ou un On Air avec lui. Pour discuter, quoi. C'est vrai que. Après, les mecs qui bossent, ben, on les voit pas sur les réseaux sociaux, quoi. Chez la Bastide, ils ont des juniors? D'accord. En plus, eux, ils font pas mal de social, quoi. Ils font du for good, quoi. Ça, c'est un truc, je leur dis, enfin, bravo, quoi. C'est, dans le contexte actuel, pas simple. Mais, ouais, Alex Talon, ouais. Bah, je sais, j'ai un peu travaillé avec lui sur une mission où ils ont fait un peu de bubble à côté. Oui, oui, là, il y a Xavier qui vient de vomir. Bon, d'accord. Bon, les amis, je vais devoir y aller. Donc, en tout cas, merci pour les échanges, c'était cool. Et donc, bah, n'hésitez pas, si vous avez des missions en trop, n'hésitez pas à m'en envoyer avec plaisir. On peut même réfléchir à ce que vous ayez votre part du gâteau. Euh, Ah, il y a Mathieu qui a un conseil.
Alors, le fait de faire ce à quoi vous êtes plus à l'aise, je suis absolument d'accord avec Mathieu. C'est-à-dire que, et sur le côté tuto, mastoc, complexe, écrit, gratuit, je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une démarche, en particulier sur la partie création de contenu, dites-vous qu'il faut que vous vous disiez: «Est-ce que je suis prêt à faire ça pendant 10 ans? Ou au moins 5 ans?» Et donc, si vous faites un truc à contre nature, vous n'y arriverez pas, au bout de 2 semaines, vous allez arrêter ou 1 mois. Donc, il faut vraiment faire un format qui vous paraît bien. Ah oui, Claire, bah, avec grand plaisir, hein, sur le côté fiche freelance débutant de la guilde pro, on peut avec plaisir remettre des trucs qu'on s'est dit aujourd'hui, avec grand plaisir, hein. Et même on peut en discuter, Claire, où je te partage la base, même si elle n'est pas encore clean, quoi. J'ai mis ça un peu de façon un peu à l'arrache. Mais, oui, avec plaisir pour mettre ça, pour valoriser ça dans la fiche, que je n'ai jamais vue d'ailleurs, honte à moi. J'aime bien faire du Xano du web, mais il va falloir que je me forme. Alors, à côté de chez moi, il y a FX, hein. Donc, je pourrais demander à FX des cours, hein, particuliers, hein, parce qu'il habite à Amiens aussi. Donc, peut-être que c'est ça. Déjà, il y a aussi un autre point, peut-être une autre idée, c'est de faire des rendez-vous, genre no code ou machin, les organiser et de voir qui est-ce qui arrive. Et peut-être que dans ceux qui vont arriver, il y a des gens qui seront des potentiels clients. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si dans les événements no code locaux, il y a des éventuels clients qui viennent pour discuter et découvrir la techno. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, à voir. No code France Amiens. Ouais, alors, ouais, ouais. On fera peut-être des repas au début, genre pour se voir. Mais avec FX, enfin, voilà, j'ai une envie d'être un peu plus dans la vie réelle, quoi. C'est quand même cool. Toi, Pôle Sud, t'as fait des événements où ça? À Lille, il faudrait que je demande aussi. Faut déjà qu'il y ait des événements locaux, ouais, effectivement. C'est vrai que ceux qui m'impressionnent, Lille m'impressionne, Nantes, bah effectivement, bah, c'est Nantes, hein. Il y a Paris, mais après, sinon, c'est assez calme. Après, il y a les questions du wording, effectivement. C'est-à-dire que, ouais, digitalité process, mais moi, je trouve ça tellement bateau comme terme. Enfin, ça veut tout et rien dire, quoi. Enfin, lorsque tu dis digitaliser vos process, en fait, tu rentres dans le même moule que toutes les boîtes qui font ça, qui digitalisent, quoi. Et donc, ça veut dire que tu es avec, bah déjà, tu es avec Xavier qui digitalise avec PUWeb et Xano. Tu es avec toutes les agences SS2I qui digitalisent. Enfin, ça digitalise à tout va, quoi. Et donc, pour trouver l'axe de différenciation, bah, la digitalisation des process, c'est pas simple. Même si dans les faits, effectivement, c'est ça que tu fais, quoi. Voilà. Oh, bon, je suis revenu chez moi. Alors, programmation visuelle, ouais, bon, on verra. Ah, il y a un super meet-up à Paris demain, donc c'est bien de faire de la pub pour ça. Demain, meet-up Paris, si vous voulez venir voir la communauté, les gens cool de Paris qui font du no-code, n'hésitez pas à y aller. C'est où, Claire, le meet-up? Chez PFIT. Ah, c'est cool ça. Attends, bon, ça, c'est un peu les inconvénients de ne pas être à Paris. Nous, on n'a pas PFIT à Amiens. On a PFoot peut-être, ou PFAT, on n'a pas PFIT. Donc voilà. Bon, sur ce, bonne. Avec le célèbre Stan. Ah bah, Stan est clair. Rien que pour ça, ça vaut le déplacement, hein. PFAT à côté de la gare. Ouais, c'est ça, avec le Hummer, avec le Hummer à 10 balles, c'est ça? Ça, c'est PFAT. On le connaît tous, hein, avec la formule Hummer. Bon, sur ce, je vous dis bon après-midi, travaillez bien, passez de bonnes fêtes, parce que on se reverra pas d'ici la fin d'ici. Il y a les no-code Arena, il y a les Airtable Arena dans 2 semaines. Mais en tout cas, On Air, c'est terminé pour cette année. On se revoit en 2025.
Je pourrais peut-être vous donner des nouvelles de mes démarches de recherche d'ici là. Et puis, amusez-vous. Et puis prenez soin de vos proches. Et puis voilà. Allez, bonne après-midi. Bye bye.